www.mixcity.fm. Mix City Radio. Vous êtes sur Mix City Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde. Et aujourd'hui, on est en ligne avec Claire et Guillaume. Bonjour. Bonjour. Ah bah ça fait plaisir, un grand bonjour en cœur. Alors, Claire et Guillaume, vous êtes tour du mondiste, c'est-à-dire que vous avez fait un tour du monde de très exactement 477 jours, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça ? Pas un de plus, pas un de moins. Exactement, avec une envie forte, puisque vous êtes parti pour agir avec des associations locales pour la protection de l'environnement. Alors on va parler de tout ça. Ma première question, c'est comment vous est venue cette idée de voyager autrement ? On avait envie de voyager longtemps pour changer par rapport au voyage court, pour voir ce que ça faisait aussi d'essayer le nomadisme. Puis d'autre part, on voulait trouver un moyen d'aller à la rencontre des gens sur place, parce qu'on s'est rendu compte que quand on était touriste, justement, il y avait une certaine barrière qui s'installait entre les gens et que c'était assez difficile de sortir des chemins établis. Donc du coup, on a cherché dans nos petites têtes un moyen d'aller à la rencontre des gens. Ouais. Et on a trouvé comme subterfuge d'aller à la rencontre d'associations et de proposer nos services en tant que bénévoles pour la durée qu'ils voulaient, pour les tâches qu'ils avaient à nous offrir. La vraie motivation de l'environnement, pourquoi ce thème et pas un autre ? Est-ce que ça vous est venu juste pour ce voyage ou c'était déjà des choses qui vous tenaient à cœur avant ? En tant que Parisien, on est quand même alerté sur les questions environnementales, mais on n'a pas une vision très concrète de ces thématiques et on avait envie d'aller sur le terrain et concrètement de se confronter à des problématiques particulières d'associations en fait. Par exemple, au Sénégal, on a travaillé pour une association qui protège la mangrove sur une région du Sénégal et leur action, c'est concrètement de replanter des arbres. Et donc ça, c'est des choses qu'on voit de loin quand on est citadin et on avait envie d'avoir une approche un peu plus concrète de ces thématiques. 477 jours, c'est long. Et alors, je crois que vous êtes parti pour Dakar et que vous avez traversé l'Atlantique en cargo. Alors ça, c'est un peu original hein, pour un tour du monde. Vous avez voulu, je crois, redonner de la valeur au temps. Alors ça veut dire quoi, redonner de la valeur au temps ? Est-ce que ça a vraiment changé votre façon de voir le voyage, de partir en cargo ? Quand on prend un avion, ça dure 10 heures et hop, paf, on est tout de suite mis dans le contexte du pays dans lequel on arrive. Et là, en fait, au fur et à mesure, au fil des jours, on a changé l'heure, on a vu qu'il commençait à faire plus chaud. Donc, il y a vraiment eu des changements qui sont faits progressifs. Et pour nous, c'était important de vivre ça au jour le jour et pas d'être catapulté en quelques heures dans un nouvel environnement. Ça dure combien de temps un voyage en cargo pour traverser l'Atlantique ? On a fait une première étape en 10 jours pour faire Anvers-Dakar. Et la deuxième partie du voyage, ça a duré un mois, il me semble, entre Dakar et Buenos Aires, qui était notre port d'arrivée en Amérique du Sud, notre porte d'entrée. Un mois et 15 jours, on va dire. Un mois et 15 jours sur un cargo en pleine mer, c'est ça ? Pas forcément en pleine mer, parce que finalement on passe qu'une semaine en vraie pleine mer. Le reste du temps, on fait du cabotage entre les différents ports qui jalonnent le parcours. Et c'est pas trop long d'être tous les deux comme ça sur un cargo pendant plusieurs jours ? Bon, déjà, on n'est pas tout seul. Quand même, ouais. Parce que il y a d'autres voyageurs qui sont sur place. Donc d'ailleurs, c'était très intéressant sur la partie Anvers-Dakar de pouvoir découvrir des récits de vie qui sont un peu étonnants, d'autres voyageurs qui voyageaient en cargo pour une raison précise. Je pense par exemple à un Autrichien qui était écrivain et qui souhaitait faire un parallèle avec un voyage que sa grand-mère avait fait 50 ans auparavant en cargo. Et qui voulait voir en fait quels étaient les changements depuis. Donc c'est plein de petites anecdotes rigolotes auprès des voyageurs. Et puis sinon, il y a aussi tout l'équipage avec lesquels on forme en quelque sorte une petite famille au final, puisqu'on est un petit peu confiné dans un espace restreint, on est coupé du monde pendant le temps de la traversée. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des liens qui se forment avec l'équipage et pendant les temps libres de chacun, on se rencontre, on échange, on discute. Parce que donc il y a quand même
même un certain confort, hein, au niveau du cargo. Il y a un salon, il y a des salles de jeu, il y a des salles de sport. Et donc, il y a plein de moments où on peut rencontrer finalement d'autres personnes. Et l'équipage, en l'occurrence, est assez ouvert vis-à-vis des voyageurs, enfin, au niveau des marins, parce qu'ils sont pendant 8 mois, ils voient personne, parce qu'ils ont des contrats de travail de 8 mois, ils rentrent pas chez eux, ils voient pas leur famille pendant 8 mois. Et c'est vrai que du coup, de voir des étrangers sur le bateau, des voyageurs, ben, ils sont assez ouverts, ils sont assez contents en fait, et du coup, il y a pas mal d'échanges qui se forment, et c'était aussi très intéressant pour ça aussi, d'avoir un aperçu de ce mode de vie qui est assez, quand même assez particulier de marins sur un cargo commercial. www.mixcity.fm Mix City Radio. Alors justement, Claire, toi qui es une femme, c'est vrai qu'on a l'image d'un cargo avec plein de marins, des hommes, voilà, avec, je sais pas, des ancres tatouées sur les épaules. C'est vrai que c'est très masculin comme environnement, c'est sûr, hein. Sur un équipage de 30 personnes, il y avait 2 femmes à peu Ouais, près. ouais. Mais bon, enfin, ça va, on se sentait tout à fait à l'aise, il n'y avait pas de problème là-dessus. Donc ça, c'est votre première étape. Et puis après, vous arrivez donc en Amérique du Sud, hein, si j'ai bien compris, après l'Afrique. Claire, tu nous as parlé tout à l'heure d'action que vous aviez fait en Afrique. Quelles ont été justement les belles rencontres que vous avez fait avec les associations locales pendant votre voyage? Juste pour replacer le contexte, en fait, on a utilisé notre réseau d'amis ou professionnels pour rentrer en contact avec ces associations. Donc, il y a eu quand même un lien en amont en France. Et ensuite, au niveau des rencontres, on a travaillé en Bolivie. Par D'accord. exemple, pour une association qui promeut l'utilisation de fours solaires en milieu rural. Ouais. Donc, c'est une association qui est basée à La Paz, mais qui travaille dans les villages à la construction de ces fours solaires. Il y a une structure en bois avec un panneau en verre. Et donc, cette association va dans les villages et organise des sessions de construction de ces fours solaires, tout D'accord. en apprenant à faire l'utilisation dans la cuisine quotidienne de ces outils. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez trouvé ces associations locales grâce à votre réseau. Est-ce que c'est évident, une fois qu'on est sur place et qu'on est accueilli par l'association, d'être bien accueilli par les gens qu'on aide? Donc en fait, nous, l'idée, c'était vraiment de travailler pour des associations locales, c'est-à-dire gérées Ouais, des locaux. par des locaux, quoi. Après, Hmm. c'est vrai qu'il y avait un financement des pays du Nord, mais on voulait vraiment avoir une entrée locale parce que justement, on voulait pas avoir l'image du gentil blanc qui vient aider les pays pauvres, etc. D'accord. C'était vraiment important qu'on ait cette étiquette-là. Et après, c'est vrai que nous, on s'est mis dans une position d'égal à égal, quoi. Enfin, c'était vraiment un échange donnant-donnant. On s'est pas mis dans une position on vous transfère de la compétence, on vous fait. Enfin, voilà, c'était vraiment pas du tout cette perspective-là. Nous, on présentait vraiment comme une envie d'apprendre. Je crois sur votre blog, j'ai cru lire que vous aviez listé un certain nombre d'actions que vous étiez fixées. C'est quoi finalement voyager en respectant l'environnement pour vous? On n'a pas réussi à ne pas prendre l'avion, mais Ouais. on a fait notre possible de manière à le prendre le moins souvent possible. Au niveau de la nourriture, on essayait d'aller dans des petits boui-boui dans la rue ou dans des restaurants tenus par des locaux. On essayait de privilégier des hôtels qui étaient tenus par des locaux, hein, Mhm. par exemple. Ouais. On essayait de pas aller dans des hôtels tenus par des étrangers. Après, c'est vrai qu'en soi, voyager, ben oui, c'est sûr qu'il y a un impact environnemental. Donc, c'est toute la difficulté du développement durable, hein. Oui, tout à fait. Cette notion-là où à la fois on préconise le développement, mais à la fois respectueux de l'environnement, comment est-ce qu'on trouve un équilibre? Entre le tourisme, entre guillemets, de masse et puis une manière de voyager un petit peu plus respectueuse de l'environnement, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Alors justement, pendant votre voyage, vous êtes allé dans une ferme bio et il y a un mot imprononçable qui s'appelle le woofing. Alors c'est quoi exactement le woofing? Comment ça fonctionne? Le woofing, c'est un réseau qu'on retrouve sur Internet, une sorte de Facebook des fermes biologiques, et ça propose de mettre en contact des fermes bio avec des bénévoles comme nous, pour le coup. Et en échange du travail fourni à la ferme, on a le gîte et le couvert offert. Toutes les fermes sont bio et font de l'agriculture biologique, hein, c'est ça? Oui, normalement, c'est l'objectif. Après, elles sont pas toutes certifiées bio, elles ont pas toutes un label. Alors on va revenir un peu maintenant sur votre voyage. On va regarder un petit peu votre regard de voyageur, voire de touriste. Est-ce qu'il y a des sites vraiment extraordinaires que vous avez vus et qui vous ont ébloui? Pour ma part, je dirais l'île de Pâques, une espèce de confetti perdu au milieu
de l'océan. Le plus proche voisin est à 2000 km et puis une civilisation qui est venue en pirogue jusque-là. Donc c'est assez incroyable. Par exemple, en Inde, bon, les rencontres sont assez faciles en Inde avec les populations locales, certes, mais on a été invité à un mariage, comme ça s'est fait de façon totalement spontanée. On a croisé le cortège du marié dans la rue sur son beau cheval blanc. Ouais. Et bon, de façon spontanée, j'ai applaudi comme ça parce que je trouvais ça beau. J'avais pas compris que c'était un cortège de mariage et du coup, on nous a repérés. Et D'accord. finalement, à la fin, on s'est retrouvés invités au buffet du mariage. On nous a expliqué les traditions du mariage indien, la cérémonie religieuse, etc. Et on est resté 2 bonnes heures. On s'est fait prendre en photo avec la mariée et le marié. Enfin, c'était une expérience vraiment rigolote. www.mixcity.fm Mix City Radio. Ce que je vous propose là maintenant, c'est un petit test. Rien de grave, hein, rassurez-vous. C'est simplement, je vais vous donner 3 citations. Et puis pour chacune d'entre elles, spontanément, l'un et l'autre, vous me direz ce que vous en pensez. C'est parti pour la première. Elle est de Lao Tzu qui disait « Plus on voyage au loin, moins on se connaît ». C'est vrai que quand on est loin de chez soi, quand on est en voyage, on perd quelque part ses repères. Il y a tout un tas de choses qu'on ne comprend plus. Et parfois, on se retrouve face à des situations où, au final, on ne sait pas vraiment comment réagir. Et finalement, par rapport à notre environnement social qu'on a l'habitude de connaître en France, on a l'impression de plus se connaître. Alors, je vais te poser la deuxième citation, parce que là, elle est pour vous deux. C'est une citation pour un couple. Ce qui importe, ce n'est pas le voyage, c'est celui avec lequel on voyage. Bon, effectivement, c'est une part, je pense, importante du voyage, hein, de savoir avec qui on part. Ouais. Même si le voyage en soi réserve quelques surprises, on peut découvrir aussi l'autre, mais c'est important de partir avec quelqu'un sur qui on sait pouvoir compter et qui sera là si jamais ça se passe mal. Ouais. Quelqu'un dont on connaît aussi un peu les petites habitudes, les petites manies, la manière de réagir face à certaines situations. Et c'est important de connaître celui avec qui on part. Ouais. La dernière citation, je pense qu'elle va aussi vous parler. C'est un proverbe tibétain que j'ai tendance à citer régulièrement qui dit « Le voyage est un retour vers l'essentiel ». Alors qu'est-ce que votre voyage finalement vous a apporté d'essentiel ? Pendant plus d'1 an, on se contente du minimum, on va dire. On sort un peu de la société de consommation pour se rapprocher de 3 éléments importants. Ouais. Le mode de transport, le couchage et la nourriture. Ouais. Et on laisse de côté tout le reste. On se réapproprie aussi le temps. Je trouve que ça, c'était quelque chose qu'on a beaucoup apprécié, d'avoir l'impression d'être de nouveau libre de notre temps. Finalement, je crois que ça nous a quand même renforcé aussi au niveau de notre couple, parce qu'on se dit qu'on a réussi à vivre cette expérience-là. On a réussi à supporter 24 heures sur 24 pendant plus d'1 an. Pour nous, ça nous conforte aussi dans notre volonté de passer notre vie ensemble. Ouais. Et de construire autre chose tous les deux, de fonder une famille, etc. Faut pas dire Donc, ça, si la famille écoute, on va devenir fou. donc c'est vrai que nous, on sort plutôt heureux de cette expérience, même si, comme l'a expliqué Guillaume au début, il a fallu quand même qu'on se cale un petit peu tous les deux, surtout qu'on a dû travailler ensemble dans des associations. Donc ça aussi, c'était quelque chose de nouveau pour nous. Alors vous avez écrit également un blog tout au long de votre voyage. J'ai cru comprendre d'ailleurs que vous étiez répartis les rôles, c'est-à-dire qu'il y en a l'un d'entre vous qui est plutôt sur l'écrit et l'autre la vidéo, c'est ça, si j'ai bien compris? C'est ça, c'est Claire qui écrit, parce qu'elle est beaucoup plus productive que moi et j'étais en charge de prendre les photos et la vidéo. Est-ce que c'est compliqué d'animer un blog quand on voyage comme ça aussi longtemps? Est-ce que c'est facile de se connecter dans les pays à l'étranger et de trouver des sujets, de publier les photos? C'est vrai que ça demande beaucoup de temps, ça c'est sûr, surtout pour être en accord avec ce qu'on vit au quotidien. Il y a toujours un petit décalage. De toute façon, on n'a pas réussi à publier des articles sur ce qu'on vivait au jour le jour. Mais en même temps, ça nous a permis parfois aussi de nous poser. Votre blog s'appelle, j'ai fait exprès de ne pas le nommer tout de suite, il s'appelle à la croisée des chemins.fr. Alors pourquoi à la croisée des chemins? Parce que c'est une situation dans laquelle se trouve souvent le voyageur ou le touriste. Au fait de partir à
30 ans. Alors justement sur ce blog, moi il y a une phrase qui m'a plu et que je vais lire à nos auditeurs. Alors elle dit ceci: il ne s'agit pas pour nous de consommer des paysages, d'accumuler des visites dans le plus de pays possible. Entre parenthèses, nous ne voulons pas intégrer le Traveler Century Club, ça m'a fait beaucoup rigoler, mais bien apprendre des autres, partager des expériences intéressantes et s'enrichir humainement et professionnellement. Alors finalement, qu'est-ce que votre voyage vous a appris? Je pense qu'on a pris confiance en nous d'avoir réussi à mener ce voyage de A à Z, d'avoir réussi à tenir le coup sur ces longs mois, d'avoir réussi à aller vers des associations, d'avoir réussi à mettre ce blog à jour. Donc c'est vrai que sur le plan personnel, ça donne une certaine satisfaction. Sur le plan humain, on a découvert plein de choses, on a rencontré plein de monde, on s'est rendu compte que on partageait plein de valeurs communes avec plein de personnes différentes. Pourtant, on aurait pu croire qu'il y avait beaucoup de différences culturelles, mais au final, on a rencontré beaucoup de gens généreux, beaucoup de gens qui nous ont ouvert leurs portes, beaucoup de gens avec des enfants, avec une famille, etc. Donc on partage quand même plein de valeurs entre tous les êtres humains. Après, c'est vrai que sur le plan plus global, je dirais de l'état du monde, on a eu c'était parfois plus difficile à accepter. Enfin, on a vu des choses quand même pas faciles au niveau des inégalités entre pays, à l'intérieur d'un même pays, des situations de pauvreté, etc. Et c'est vrai que on n'a pas toujours eu une vision très optimiste de l'avenir du monde. Donc l'envie de continuer le voyage. Alors je rappelle l'adresse de votre site, alacroiseedechemins.fr, et puis peut-être qu'au prochain voyage vous reviendrez nous donner de vos nouvelles. Le problème, c'était un plaisir d'être accueilli sur Mixité. Et en tout cas, merci Claire et Guillaume, et puis à très bientôt. Merci à vous, à bientôt. À bientôt, au revoir. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview de Claire et Guillaume ainsi que celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.mixcity.fm. www.mixcity.fm. Mixcity Radio.